La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dalloy. Bonjour à tous, nous voilà de nouveau ensemble pour mon émission La bonne étoile de l'entrepreneur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Lazorte. Bonjour Céline. Bonjour Manuela. Céline, ravie de partager ce moment avec vous, d'autant que vous êtes l'une de nos entrepreneuses et belles figures féminines entrepreneuses, fondatrice et CEO de Litchi, la fameuse plateforme de cagnotte en ligne. Plateforme, j'imagine vous aussi, auditeurs, que nous sommes nombreux à utiliser pour gérer nos cadeaux communs, rachetés par Crédit Mutuel Arkea, donc une ancienne expérience. Vous êtes membre du board de la SNCF et de Free. Oui. Co-fondatrice et co-CEO de Résilience, une solution digitale dédiée au suivi à distance et à l'accompagnement des patients en oncologie. Alors Céline, pouvez-vous expliquer simplement et en quelques mots à nos auditeurs la mission et le quotidien de Résilience? Avec plaisir. Résilience, c'est une application qui est prescrite par l'oncologue aux patients et patientes atteints de cancer dans le cadre de leur suivi, quel que soit le type de traitement qu'ils prennent. Et donc l'application va leur permettre toutes les semaines de remplir un questionnaire pour retransmettre à l'équipe médicale qui les suit les effets secondaires induits par le traitement qu'ils prennent, qui sont malheureusement nombreux, et puis l'état général et les constantes vitales dans lesquelles se trouve le patient. Ce qui permet de réduire les risques de complications ou de rechute de la maladie, et donc de permettre aux patients de se sentir mieux, d'avoir une meilleure qualité de vie, moins d'effets secondaires, aux soignants de se concentrer sur le bon patient au bon moment, et puis de diminuer aussi les coûts collectif, puisque Résilience va permettre de réduire le nombre de jours d'hospitalisation non prévus ou la venue aux urgences, puisque c'est un dispositif médical de classe 2A qui est autorisé par la Haute Autorité en Santé, dont on a obtenu un remboursement par la Sécu depuis la fin d'année 2023. Donc voilà, donc l'application elle est dans les mains des patients, prescrite par l'oncologue. Et puis ensuite, le patient va ici aussi pouvoir y retrouver des ressources de contenu, vidéos, podcasts, articles de vulgarisation scientifique, ce qu'on appelle des soins de support digitaux, donc un programme de yoga, de méditation, d'activité physique adaptée et des thérapies brèves. Donc l'objectif, c'est améliorer la qualité de vie des patients et patientes malheureusement atteints de cancer en France. Alors 2-3 mots représentatifs pour lancer notre émission qui vous viennent à l'esprit et qui pourraient décrire votre vie d'entrepreneuse. Je dirais passionnante. Challengeante parce que on ne fait jamais la même chose, on ne s'ennuie jamais, et puis c'est vrai que moi elle me prend je dirais tout le cœur et l'esprit, d'où le terme passionnante. Donc passionnante, challengeante et puis collective, parce que bien sûr c'est une histoire d'une équipe et c'est une histoire de femmes et d'hommes qui ensemble essayent d'améliorer le quotidien des autres. Alors petite chose qui m'interpelle quand même et qui peut interpeller nos auditeurs: comment passe-t-on de la gestion de l'argent et des cagnottes à la gestion de la vie humaine et de la maladie? Vos drivers et votre but d'entrepreneuse ont évolué avec la maturité? Alors moi, mon métier, il n'a pas changé. Moi, je suis dirigeante d'entreprise tech. Donc finalement, le métier, c'est le même. C'est trouver ou comprendre ou identifier un besoin et puis apporter une solution technologique qui est un moyen, et donc mettre en œuvre les financements, les recrutements, l'organisation pour répondre à ce besoin. Alors après, le fond du sujet, il a changé, puisqu'effectivement, Litchi et Mangopé, mes deux premières entreprises, étaient des entreprises du secteur qu'on appelle les fintech, donc de la finance. Résilience est sur le secteur de la santé. Non, je crois que ça me ressemble assez bien. J'ai mon évolution, évidemment, personnelle, va celle avec mon évolution entrepreneuriale. Pour la petite anecdote, mes parents et mes grands-parents étaient médecins, et donc c'est vrai que je viens d'un univers
médical très fort. Et quand j'étais enfant, le mercredi après-midi, j'allais avec mon grand-père dans les sous-sols de la fac de médecine pour regarder les expérimentations qui avaient lieu, etc. Donc, j'ai quelque part ça un peu dans le sang. Et puis, c'est vrai que le Covid a été finalement le moment de l'étincelle. Et avec Jonathan, mon associé, on s'est dit, mais en fait, il y a tout à faire dans le secteur de la santé et du digital. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut être au service des patients et des soignants. Allons-y. Alors justement, quand on a comme ça une deuxième expérience d'entrepreneuse, quels étaient les éléments primordiaux non négociables pour vous, pour la création de cette nouvelle entreprise, un petit peu les facteurs clés de succès indispensables à vos yeux? La première fois, c'est un peu du bol, on teste, on y arrive. La deuxième fois, c'est un peu plus rationnel. Ouais, c'est une bonne question. Il y en avait plein. Il y avait d'abord le fait de ne pas être seule, puisque c'est vrai que j'ai créé et démarré Litchi et Mangopé seule. Alors ensuite, j'ai été merveilleusement entourée par mon équipe dirigeante. Mais bon, voilà, j'étais seule founder. Et donc, j'avais besoin de faire quelque chose de plus collectif et en partnership. Donc ça, c'était le prérequis numéro 1. C'était de le faire avec quelqu'un et puis de le faire avec quelqu'un que j'admire, talentueuse, qui est Jonathan, et de le faire avec quelqu'un dont je suis très complémentaire, mais avec un socle de valeurs similaire. Donc ça, c'était, je crois, le prérequis essentiel. Probablement que le deuxième, c'était de le faire dans un secteur qui me passionne. Et donc, c'est vrai qu'on a ce point commun avec Jonathan d'aimer aider les autres. Et donc, ça, c'était quelque chose qui me tenait très à cœur. Évidemment, le secteur de la santé, je vous l'ai raconté, c'était quelque chose qui était dans mes veines et puis dans mon ADN. Et puis, le troisième point, je dirais que c'était essayer, malgré tout, la vie entrepreneuriale est chargée, mais d'avoir un équilibre de vie pro-perso qui soit capable d'être maintenu dans le temps. J'ai un petit garçon, j'ai une vie voilà, de famille, une vie personnelle, et donc je ne peux pas non plus la sacrifier. Donc c'était bien m'associer, lancer dans un secteur qui me passionne, et puis ne pas sacrifier ce qui est le plus précieux à mes yeux, c'est ma vie de famille. Et pourriez-vous révéler à nos auditeurs le moment fort dans votre vie entrepreneuriale, ce petit moment qui vous revient souvent à l'esprit? Dans le quotidien ou dans le... Dans le quotidien, un moment fort où vous vous êtes senti vraiment en joie dans votre vie d'entrepreneuse? Ah non, bah c'est tous les jours, en fait. C'est une chance assez inouïe de faire quelque chose qui me passionne. J'ai la chance aussi, on a créé Résilience avec l'hôpital Gustave-Roussy, d'interagir avec des chercheurs et des cliniciens et cliniciennes absolument passionnants et passionnantes, de pouvoir, oui, apprendre énormément, d'être en interaction aussi très régulièrement avec les patients et patientes. Je crois qu'à chaque fois qu'on a un retour d'un patient ou d'une patiente qui m'écrit, qui écrit au service client ou qui voilà, partage son expérience et qui la décrit comme étant lui faisant du bien, étant positive, rassurante, lui permettant de mieux comprendre son parcours de soins, mieux comprendre sa maladie, ça c'est quelque chose qui me nourrit énormément et qui me dit que j'ai choisi la belle voie, la bonne voie. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des moments un moment de forte difficulté, de galère que vous avez vécu? Peut-être que vous avez tourné la page et vous essayez de ne pas la faire revenir en surface, mais est-ce que vous avez un épisode comme ça qui vous a marqué? C'est une bonne question. Des galères, il y en a tout le temps aussi. Ça dépend un peu comment on les regarde, mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles parfois on ne sait pas quelle décision prendre. Et je crois que le job d'un dirigeant, c'est de prendre des décisions, de les assumer, de parfois s'appuyer même souvent sur les autres pour prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou parfois moins bonnes. Mais ça, on le sait que longtemps après. Donc c'est le doute que vous avez trouvé le plus difficile? Ah, c'est un bon point. Ouais, je crois que parfois c'est pas effectivement évident. Après, on vit en permanence dans l'incertitude en tant que dirigeant. Il faut savoir surfer avec, quoi. Et alors, vous avez vendu Litchi seulement quelques années. Vous me disiez juste avant l'émission, 6 ans après sa création. Comment se prépare l'exit et la revente de son entreprise? On planifie dès la création. Il y a un moment où on s'essouffle un peu. C'est le fruit des opportunités. Comment ça se passe?
Ouais, alors c'est marrant parce que moi, ça m'avait pas paru forcément juste après. C'est vrai que j'ai créé Litchi à la sortie de mes études. Et puis, voilà, l'histoire s'est construite avec le temps, a grandi. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'elle s'est bien développée avec évidemment des up and down que tous les entrepreneurs connaissent. Et puis, on a eu cette opportunité avec le Crédit Mutuel Arkea. On ne cherchait pas à vendre. Et on a fait ce qu'on appelle un dual track, on cherchait à lever des fonds et donc on a eu de l'intérêt d'industriels et notamment du Crédit Mutuel Arkea. Et en fait, moi, je cherchais le meilleur partenaire à ce moment-là pour me permettre de développer au mieux cette aventure et de la rendre complètement européenne. Et donc, c'est vrai que Crédit Mutuel Arkea c'est avéré être le meilleur partenaire à ce moment-là. Mais je n'étais pas à la recherche forcément d'un exit. C'est d'ailleurs pour ça que je suis restée 4 ans après à leur côté en tant que dirigeante et avec beaucoup d'autonomie, de confiance et d'indépendance. Et justement, comment on choisit sa cible c'est un peu votre bébé que vous confiez, les clés de votre maison. Comment vous s'est fait le choix de Crédit Mutuel Arkea? À l'époque, ça date un peu, hein, puisque la date de la revente, c'était 2015, donc il y a presque 10 ans. En fait, moi, je souhaitais un partenaire qui comprenne bien les problématiques de croissance et d'industrialisation de nos métiers. Et en fait, il faut savoir que le métier de la fintech, c'est de faire de quelque chose d'assez artisanal, quelque chose d'industriel. Puisque même si ça ne le paraît pas, la banque, il y a encore beaucoup de process qui sont assez manuels, des fax. Donc voilà, donc le but était d'industrialiser l'approche, d'avoir des systèmes complexes, autonomes et indépendants. Donc il me fallait un partenaire qui comprenne bien la structure du métier, qui puisse être en capacité de nous accompagner sur la croissance, de nous accompagner dans le développement à l'international et puis dans des gros deals, puisque dans Litchi, il y a 2 activités, la site de cagnotte en ligne dont vous avez parlé et MangoPay qui est une solution de paiement pour les places de marché, donc par exemple qui équipe Vinted, Le Bon Coin, La Redoute, Price Minister. Et donc c'est vrai que dans la relation commerciale, c'était aussi un atout majeur que d'être backé par un industriel avec des clients type enterprise, donc des gros clients. D'accord. Et vous dites que vous êtes resté donc 4 ans. Ouais. C'est long, Oui. Cette période. J'entends beaucoup autour de moi certaines souffrances de l'entrepreneur dans cette période de earn-out, là où il faut rester pour finir de concrétiser et de gérer la croissance. Comment vous avez vécu, vous, cette période et comment l'appréhender au mieux? Ouais. Alors, dans mon expérience, je dirais qu'il y a eu 2 phases. Il y a eu une phase où j'ai été complètement autonome et beaucoup d'indépendance et de confiance, notamment par le CEO de l'époque du Crédit Mutuel Arkea, qui était Ronan Lemoyle, dans le développement de Litchi et MangoPay. Donc, cette partie-là, je l'ai vécue pleinement de façon entrepreneuriale et comme si finalement rien n'avait changé et que l'actionnaire était quasiment toujours le même, enfin les actionnaires. Et puis il y a eu une deuxième partie de transition qui effectivement s'est enclenchée au bout de quelques années, qui était un peu plus de raccordement avec le groupe, avec les modes d'organisation du groupe. Et donc ça, bien sûr, on se sent un peu plus dépossédé, il faut bien être honnête. Je ne me sentais pas tout à fait au reflet des dirigeants de filiales, de filiales bancaires du groupe parce que c'est d'autres types de personnalités et donc moi j'étais probablement plus jeune, moins compétente dans le sujet bancaire, il faut bien le dire, en même temps beaucoup plus autonome et indépendant, donc voilà, il y avait plein de choses auxquelles j'avais moins l'habitude, donc cette phase de transition ça a été beaucoup d'apprentissage pour moi et heureusement ça a été qu'une phase de transition et puis ensuite la boîte était dans l'état idéal d'un point de vue salarié, actionnaire, client pour qu'elle puisse être transmise à une autre équipe dirigeante et donc ça a été le bon moment. Donc c'était un peu de lâcher prise, savoir un peu prendre du recul qui vous a aidé? Oui, c'est une bonne recette. Et puis effectivement, à un moment donné, j'ai considéré que c'était le moment de partir. L'essentiel du capital n'était plus entre mes mains, il était dans les mains d'un industriel et que c'était bien ça, à un moment donné, lui qui allait finir par décider et que moi, mon autonomie était trop importante pour être l'exécutant d'un industriel et donc il fallait quelqu'un dont c'était le job en fait. Alors bravo quand même quand on écoute toutes ces gestions de vos entreprises. Et c'est là qu'avec nos auditeurs, on se pose la fameuse question de cette émission. Quelle est votre bonne étoile, Céline, si vous en avez une, celle qui vous a aidé, vous a conduit sur votre chemin de vie?
Alors j'en ai eu plusieurs, mais là tout de suite, quand je pense à Bonne Étoile et Chemin de Vie, je pense à Catherine Barba. Que nous avons eu dans cette émission. Évidemment, qui est une entrepreneuse formidable, talentueuse, très généreuse. Et c'est vrai que Catherine m'a beaucoup inspirée, aidée. Elle a été au board de Litchi et Mangopé pendant 5 ans à mes côtés. Et donc, c'est d'abord été ma board member et c'est devenu une grande amie. Et donc, c'est vrai que Catherine m'a beaucoup encouragée, poussée, mis en lumière, parfois engueulée aussi, bien sûr. Et elle a été essentielle à l'aventure de Litchi et Mangopé et dans mon chemin. Et alors, bon, chers auditeurs, nous sommes toujours avec Céline Lazorte, cofondatrice et co-CEO de Résilience. Votre vie, Céline, semble assez rythmée quand on regarde sur Internet, votre entreprise, le mouvement Sista, on en reparlera peut-être, votre famille, vos prises de parole, vos nombreux projets. Comment parvenez-vous à vous ressourcer, Céline, et à recharger les batteries ? Alors, je suis quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer, bien sûr. Et donc, c'est l'illustration de votre propos. J'aime évidemment avoir une vie active. Je suis quelqu'un quand même d'assez concentré, donc je prends beaucoup de plaisir à faire une chose à la fois. Je suis passionnée par ce que je fais chez Résilience, vous l'avez compris. Quand je ne suis pas derrière mon ordi à bosser, je suis effectivement beaucoup dans ma vie de famille, avec mon fils. Et puis, s'il s'agit de moi, plus personnellement, je suis passionnée de yoga et de méditation, donc c'est vrai que j'en fais beaucoup, tant et si bien que je suis devenue prof de yoga. Enfin, en tout cas, j'ai passé mon diplôme de prof de yoga en Vinyasa et en Yin Yoga, si ça intéresse vos auditeurs et auditrices. Voilà. Ce qui est une activité à la fois physique et spirituelle qui m'apporte beaucoup et m'enrichit beaucoup, donc j'essaie de pratiquer au maximum. Donc, on peut dire que le yoga est un peu une forme de routine qui vous aide à vous sentir bien. Oui, absolument. D'accord. Et comment, dans ces vies de fous, peut-on réussir à mêler ces petites routines qui nous font du bien à ce rythme effréné ? Alors, il n'y a qu'un seul secret, c'est l'organisation. J'ai donc un agenda très militaire à la demi-heure près. Tout est organisé, ce qui laisse peu de place à l'inconnu, mais enfin, c'est pas si grave. Et puis, je garde du temps, par exemple. On est mercredi, aujourd'hui, j'ai déjeuné avec mon fils. C'était un grand plaisir. Du temps de temps en temps pour aller au yoga, pour s'organiser. Chez Résilience, on a aussi mis en place le vendredi après-midi ce qu'on appelle une après-midi carte blanche, c'est-à-dire que chaque salarié a carte blanche pour utiliser ce temps comme il le souhaite. Ça peut être du temps pour consacrer à la formation, du temps consacré à une activité associative, sportive, à sa vie de famille, à catch-up ses emails si on en a besoin, mais en tout cas, il n'y a pas de meeting interne. Et toujours payé par l'entreprise. Oui, et absolument payé par l'entreprise. Et donc, c'est vrai que souvent, le vendredi après-midi, je fais du yoga et du piano. Voilà. Et en tant que femme entrepreneuse, vous êtes la cofondatrice du mouvement Sista, vous en parliez tout à l'heure. Un mouvement pour favoriser, pour nos auditeurs, le entrepreneuriat au féminin et son financement. Y a-t-il eu des moments de solitude où vous êtes passée en tant que femme entrepreneuse, même femme active, tout simplement, il n'y a pas que les entrepreneuses, dans ce monde un peu dominé par les hommes ? Oui, alors malheureusement, j'ai mis du temps à me rendre compte que, en fait, par exemple, lever des fonds, c'était plus dur quand on était une femme que quand on était un homme. Moi, je croyais que c'était hyper dur pour tout le monde. Alors, c'est hyper dur pour tout le monde. Mais en plus, il y a des biais de genre qui font que, parce que l'investisseur est plutôt un homme d'une cinquantaine d'années, issus à peu près tous des mêmes niveaux d'études et du même sérail, et j'ai rien contre eux parce que j'ai plein de copains qui ont cette définition-là, mais pas que, eh bien, quand on est tous pareils, on pense tous de la même façon. Et donc, c'est important d'apporter de la diversité autour de la table. La diversité, elle est source de richesse, d'innovation, de création. Et donc, il y a quelques années, dans les fonds d'investissement, comme il y avait un peu toujours le même profil, eh ben, c'est vrai que quand on voyait une femme entrer dans une salle de réunion et qui porte une entreprise, on lui pose pas les mêmes questions qu'à un homme entrepreneur, on la met plutôt en défaut au lieu de la mettre en valeur, on ne la finance pas de la même manière, pas dans les mêmes conditions. Et ça n'est pas que à cause de la qualité de son projet. C'était aussi une cause un peu systémique parce qu'on voit pas les femmes dirigeantes de la même manière, parce qu'on a un profil, et tous, pas que les hommes, nous aussi les femmes, en tête que
un dirigeant, c'est un homme qui prend de la place, qui est avec sa bonhomie, qui tape du poing sur la table. Non, il y a d'autres modèles de dirigeants et de dirigeantes. Donc vous vous êtes sentie plus challengée en tant que femme? Moi, je m'en suis pas trop rendu compte. Ce dont je me suis rendu compte, c'est quand on a fait les comptes et qu'on s'est mis à compter les femmes pour qu'elles comptent et qu'on a compté combien d'équipes féminines ou mixtes étaient financées par des fonds de capitaux risque français et qu'on s'est rendu compte que c'était moins de 3% de l'argent du capital risque français qui allait vers les femmes entrepreneurs, alors qu'il y a à peu près 15% de femmes entrepreneurs. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait plus ou moins de femmes entrepreneurs que d'hommes financiers. Il devrait y en avoir en due proportion la même chose. Et donc c'est comme ça qu'on a mis le doigt sur le sujet avec Sistad, se dire mais en fait il faut faire changer les choses, il faut mettre en valeur malheureusement le principe du biais intellectuel pour que chacun et cognitif comprenne quels sont ses ressorts de décision et qu'il est essentiel d'avoir des personnalités différentes autour de la table, de déconstruire des stéréotypes de genre qu'on a tous. Et donc c'est ce travail que fait Sista. Un très beau travail en tout cas. Oui, on parle de plus en plus de l'égalité professionnelle des hommes et des femmes. On pousse les femmes à reprendre des postes à responsabilité, on les pousse via des quotas, à être ambitieuses, mais on voit aussi, et c'est une enquête de Malakoff Humanis, que la santé des femmes au travail se dégrade. Je cite, 44% des femmes salariées souffrent de mauvaise santé psychologique contre 32% des hommes, 52% sont épuisées professionnellement. Pourquoi les femmes, hormis les fonds et les financements, pourquoi les femmes sont aussi épuisées par rapport aux hommes? C'est un problème d'organisation de notre société, c'est que les choses n'ont pas complètement changé et que la part de tâches ménagères, de gestion des enfants et de charge mentale des femmes est plus importante que celle des hommes, dans des proportions sacrément déséquilibrées. Et donc les femmes, elles ont ça en plus. Et aujourd'hui, c'est difficile de tout mener de front. Or, les femmes, et j'en fais partie, souhaitent avoir une carrière professionnelle au même titre que celle des hommes. Et c'est pour ça que je m'étais beaucoup investie pour la loi pour le congé paternité, parce qu'il est essentiel que les hommes passent un temps long avec leur bébé à la naissance, créent un lien par l'affection, le change, le fait de prendre soin de son bébé. C'est une façon de créer du lien pour toute la vie. Et donc, si on est là les premières semaines de la vie de l'enfant, on est là toute la vie. Et donc, il y a un meilleur équilibre entre la femme et l'homme à la maison et donc au travail. Et pour toutes les femmes, les auditrices qui nous écoutent, celles qui travaillent, qui sont actives, qui sont parfois entrepreneuses, qui sont à la tête d'une entreprise, sur quoi doit-elle miser finalement pour continuer à aller de l'avant et ne pas succomber à cet épuisement professionnel? Vous auriez un petit truc à leur donner? Peut-être déléguer au mari? Oui, je dirais déléguer au mari. En tout cas, discuter régulièrement de la charge mentale du couple, de la charge mentale de l'un et de l'autre. Je crois que c'est important d'être d'accord sur quelle est une bonne répartition des charges familiales et des responsabilités de chacun. Et ne pas forcément culpabiliser, bien évidemment. Ah non, oui, bien sûr. Là, vous parlez pour les femmes, mais on va bientôt finir notre émission. Auriez-vous un secret, un truc à la Céline, un petit truc qui vous aide, vous, au quotidien, et que vous pourriez partager à nos auditeurs pour être le plus entrepreneur dans sa vie, pas forcément professionnelle? Est-ce que vous avez un petit mantra, un petit truc à vous que vous auriez envie de révéler? Vous nous avez dit déjà beaucoup de choses sur la passion, allier la passion et le travail au quotidien. Alors, je ne sais pas si c'est un truc. En tout cas, moi, c'est vrai que ça fait partie de ma nature que de vouloir toujours faire changer ce qui me semble être une injustice ou ce qui ne fonctionne pas. Mais en tout cas, je dirais aux uns et aux autres qui nous écoutent que parfois, il suffit d'une impulsion et puis ensuite, il suffit d'un petit groupe de personnes pour changer le monde. Ça n'est pas de moi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est essentiel de se dire que c'est une démarche pas à pas qui souvent on se dit ah non mais c'est pas mon problème ou alors c'est trop compliqué pour moi. Je sais que c'est souvent ce qu'on m'avait dit à propos de la loi sur le congé paternité. Moi je m'étais dit mais si on en fait une aventure collective, que je mobilise des dirigeants d'entreprise, qu'ils s'associent au mouvement, peut-être qu'on arrivera à faire changer les choses. Donc voilà, je dirais pensez collectif et puis faites l'étincelle, le premier pas. Peut-être que la suite viendra plus facilement qu'on ne le croit. Merci à vous Céline Lazorte, cofondatrice et co-CEO de Résilience, pour cet échange avec nos auditeurs. Et
pour le mot de la fin, quels sont les 2-3 entrepreneurs de votre réseau de renom successful qui vous ont un peu bluffé par leur façon d'aller toujours de l'avant et que nous devrions inviter sur ce plateau? C'est le Lucky Star Challenge de Radio Notre-Dame. Je dirais Mercedes Serra, si vous ne l'avez jamais invité, qui est évidemment une figure emblématique et pour qui j'ai beaucoup d'affection. Jean-Charles Samuelian. Et puis, je penserai par exemple à la fondatrice de Mai, Cécilia. Merci beaucoup Céline, quel beau moment avec vous. Quelques mots-clés: aventure entrepreneuriale passionnante, challengeante, nouveauté, collectif, interaction, concentration, agenda militaire, vendredi après-midi carte blanche et vive l'impulsion et le pas à. Merci pour tous ces petits trucs Céline. Voilà, c'est la fin de notre émission La Bonne Étoile de l'entrepreneur avec Céline Lazorte, cofondatrice et co-CEO de Résilience. Continuez à nous écouter, chers auditeurs. Abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée, Spotify, Google, Deezer, Apple. Et retrouvez-nous aussi sur la site et la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci à tous. Heureuse que cette émission vous donne des petites billes pour être le plus entrepreneur de votre vie, le plus entrepreneuse d'ailleurs aussi. Et hâte de vous retrouver. À très bientôt. Au revoir.